Très bien, merci beaucoup, Madame la rectrice, Monsieur le Président du département, Monsieur le Président du parc, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants de l'éducation nationale. Je salue en particulier Madame Niguet-Petitpas, avec laquelle nous travaillons régulièrement et dans nos responsabilités respectives, mais avec beaucoup de qualité dans l'échange. Je salue également Madame l'inspectrice générale. J'ai eu l'occasion de rencontrer dans le cadre de cette mission, puisque nous avons auditionné et nous sommes beaucoup inspirés d'ailleurs de vos propos. Vous avez dû le noter. Saluer également mon ami Laurent Riotor. Nous retrouvons régulièrement, non pas sur les bancs de l'école, mais sur des configurations un peu de ce genre, puisque nous travaillons sur des sujets là aussi communs, dans des responsabilités aussi respectives. Vous saluez toutes et vous souhaitez la bienvenue dans le Morvan. Peut-être vous dire un mot aussi sur mon parcours. Certes, j'ai été élu, j'ai eu des responsabilités électives, mais j'ai eu aussi une activité sérieuse à côté, puisque jusqu'en 2011, j'ai eu une activité professionnelle comme tout un chacun. Voilà. Et ce n'est qu'en 2011 que, devenant président du conseil départemental, il a fallu que j'y consacre tout mon temps. Peut-être vous dire un mot aussi sur mon parcours. Je suis effectivement morvandio, comme le président du parc. Qui m'a succédé d'ailleurs. Je suis originaire de Montigny-en-Morvan, d'Ourouen-en-Morvan, où mes parents se sont rendus il y a quelques années, c'est-à-dire à 15 km d'ici. J'étais au collège à Château-Chinon. J'ai ensuite été au lycée à Nevers. J'ai poursuivi mes études à Dijon et enfin à Paris, où effectivement, comme Salomé, les choses n'étaient pas simples parce que nous n'étions pas dans notre milieu. Sauf que la première fois que j'ai tenté Sciences Po en licence de droit pour passer... J'étais recalé aussi, je me souviens toujours d'une des questions, je n'avais pas les codes. On m'a dit, mais si vous êtes retenu, si vous passez l'ENA, est-ce que vous allez dans une fonction de contentieux, de contrôle, ou est-ce que vous allez dans l'administration dite active? Je ne sais pas si c'était ça. Moi, voilà, à 20 et quelques années, on se dit plutôt actif, plutôt que le contentieux. Et c'était une grosse erreur. Parce qu'il faut d'abord faire Cour des comptes, Conseil d'État, Inspection des finances, etc., pour ensuite avoir les plus belles places, les plus intéressantes dans la fonction publique, dans l'administration active. Et là, on n'avait pas les codes, on n'a pas les références, etc. Bon, la deuxième fois, j'avais un peu acquis 2-3 trucs, donc j'ai réussi à rentrer à Sciences Po, où je me suis jamais senti chez moi. J'ai d'ailleurs à peine aujourd'hui l'impression d'y être passé. Bon, je ne sais toujours pas comment j'ai été diplômé. J'ai dû bachoter. Non, mais le contexte est là quand même, hein, c'est-à-dire que... Il y a des gens pour lesquels les choses sont naturelles parce qu'ils ont les codes, ils ont les repères, ils ont les références intellectuelles et ils ont aussi les réseaux. Ils ont le capital social, comme on dit. En tout cas, c'est ça. Moi, j'ai une activité professionnelle. J'ai contrôlé les collectivités locales jusqu'en 2011 notamment. Et mon engagement politique, parce que c'est un engagement politique même quand on est élu, même si on n'est pas toujours dans une logique strictement partisane. On peut être dans ce dépassement, même si la logique partisane a du sens aussi, peut en avoir en tout cas. Mon engagement est lié à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire pour travailler à la reconnaissance de mon territoire, à l'égalité de traitement, à la considération, parce que c'est fondamental. Je dis toujours, on ne vaut pas mieux que les autres, mais on vaut les autres, en quelque sorte, avec nos caractéristiques, nos qualités, qu'il ne faut surtout pas gommer. C'est un des sujets peut-être que vous avez aussi, que nous avons en partage, c'est-à-dire assumer nos identités, les cultiver. Là aussi, c'est une formule assez courante pour pouvoir mieux s'ouvrir aux autres et mieux s'enrichir. Et à cet égard, par exemple, vous êtes ici à Saint-Brisson, le président l'a dit, un lieu d'excellence, un lieu de recherche sur les questions aujourd'hui qui sont au cœur de la société. C'est la biodiversité, les enjeux environnementaux. Ici, vous avez, en gros, chercheurs en tout ou partie de leur temps. Vous avez plus d'une cinquantaine de personnes qui... il n'y a pas l'équivalent, à l'échelle de la grande région Bourgogne-Franche-Comté, de lieux où nous disposons de cette expertise, de cette compétence sur le territoire. Et c'est compliqué à ce que ce soit reconnu. On met en place une agence régionale de la biodiversité, je le dis ainsi. J'avais commencé en son temps, Sylvain Mathieu poursuit. On souhaiterait, l'État Dijon, le siège, et c'est très bien, c'est qu'il y ait une antenne en Bourgogne, à Saint-Brisson, puisque ce lieu est là. Mais ça n'est pas dans les périmètres, dans les modes de pensée. Tout ça pour vous dire que
moi je me suis engagé pour arriver à l'agenda dans ces démarches-là, justement pour faire reconnaître ce que nous représentons aujourd'hui, alors que l'ensemble du discours politique, mais de la manière de penser la France d'aujourd'hui et demain, et d'une manière générale plutôt le monde, s'organise autour de la question des métropoles. Et depuis maintenant une vingtaine d'années, les choses sont faites progressivement, mais avec une organisation, une pensée politique autour des enjeux métropolitains, avec notamment des réorganisations institutionnelles, que ce soit au niveau des institutions locales, mais dans la réorganisation de l'État également, l'idée qu'il fallait organiser les choses de manière à rentrer de manière la plus pertinente et la plus efficace dans la compétition internationale en constituant des masses critiques en quelque sorte urbaines que l'on a appelées les métropoles. Ce qui conduit même, et Laurent Riotter en parlerait mieux que moi, à ériger en fait une notion qui est une notion géographique en cadre juridique avec les métropoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les géographes diraient que mais Laurent on parlera là aussi, je le dis mieux que moi, ne parlerait pas de métropole comme nous en parlons sur le plan juridique. Une ville comme Dijon, capitale de la région, qui est une très belle ville, je veux dire, dont on est fier, dont on a envie qu'elle se développe, n'est en rien une métropole, sauf qu'est-ce que ça a à voir avec Shanghai, avec Tokyo, avec Mexico, avec New York, et j'en passe. Alors pourquoi, si l'on ne met pas les bons mots sur les situations, on ne peut pas mettre en place les bonnes politiques publiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mais il faut être fier d'une ville comme Dijon qui fait une agglomération de 300 000 habitants, qui a un patrimoine exceptionnel, qui a un dynamisme culturel, économique, et c'est très bien ainsi. Qu'est-ce que c'est que de vouloir ressembler à ce que l'on n'est pas? Soyons ce que l'on est, parce que derrière ça, ça structure notre manière de penser. Donc, il se trouve qu'un peu agacé quand même par à la fois agacé par cette prégnance de la réflexion et du poids politique des enjeux métropolitains dans la pensée publique et politique, à quelques élus, on s'est dit il faut à un moment donné mettre en place une démarche de manière à ce que l'on puisse prendre en compte les territoires ruraux pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils peuvent pour leur développement propre, mais également pour ce qu'ils peuvent apporter au pays et au redressement du pays, puisque c'est la formule de l'époque. Et donc, nous avons essayé de nous organiser au niveau des collectivités publiques, départements d'abord, et nous avons lancé une première mission, nous avons sollicité une première mission au sein de l'Association des départements de France pour travailler à un rapport qui s'appelait « Les nouvelles ruralités ». Nouvelles parce que ces territoires sont dans leur temps, ils sont en résonance avec les problématiques de la société du moment, et d'où cette idée de donc ce terme nouveau. Et puis les ruralités avec un S, parce qu'elles sont diverses. Il faut surtout qu'on cultive cette diversité. Il faut qu'on arrive à mettre un frein, ou en tout cas à s'opposer à la banalisation à la fois de la pensée, des perspectives d'organisation, de développement et de vie en France. Alors, il s'agissait pour nous de questionner un certain nombre d'éléments sur lesquels on travaille sur la ruralité, notamment les données statistiques, avec des chiffres qui vont de moins de 20% selon l'INSEE d'habitants des territoires ruraux à 60 et quelques pourcents selon les données d'Eurostat, qui est l'INSEE à l'échelle européenne. Je trouve que une sorte d'accord aujourd'hui petit à petit qui se dessine sur le fait qu'il pourrait y avoir qu'entre 30 et 40% d'habitants des territoires ruraux. Ça dépend de ce que l'on retient, avec notamment le péri-urbain, qui est aussi d'une certaine manière un péri-rural, c'est-à-dire la manière aussi de basculer la manière dont on pense les territoires en les regardant de points de vue différents. Questionner un certain nombre de paradigmes aujourd'hui qui s'imposent aussi sur la manière de penser l'organisation des territoires et la manière de faire en sorte que les territoires travaillent ensemble. C'est-à-dire lutter contre ces logiques de penser du centre à la périphérie. C'est une manière de penser qui imprègne les politiques publiques depuis très longtemps, avec Paris d'abord, et puis le reste de la France, mais on a des duplications de cette manière de penser à l'échelle des territoires non franciliens en quelque sorte, et faire en sorte d'éviter, sur un territoire comme le nôtre, la grande région Bourgogne-Franche-Comté, a fortiori la Bourgogne,
C'est-à-dire qu'il se trouve qu'il n'y a pas un centre et une périphérie. Il se trouve qu'on a une organisation spéciale qui est Dijon, Beaune, Châlons, Mâcon, Nevers, Auxerre, Sens. On a plutôt une organisation urbaine un peu périphérique et il n'y a pas un centre au milieu de la Bourgogne. Et voilà, c'est une autre manière. Travaillons, réfléchissons, plutôt que des logiques du centre à la périphérie, sur une organisation en réseau réticulaire. C'est-à-dire celle qui est aussi intéressante parce que d'une certaine manière, elle met chacun à un même niveau. Il n'y a pas, en quelque sorte, un centre qui serait dominateur et puis une périphérie pour laquelle on essaierait d'avoir un regard bienveillant, mais ça n'est pas la question. Et surtout, ce n'est pas ce qui offre la plus grande utilité sociétale à la réponse aux besoins qu'on se doit de rendre à nos concitoyens. Et puis, deuxième paradigme qu'on a essayé de questionner, c'est également la question de la massification, de la concentration. On considère là aussi dans la pensée dominante que parce qu'on aurait des choses plus consistantes en termes de volume, en termes qualitatifs, là aussi on apporterait les meilleures réponses aux besoins de la société. Il me semble que c'est la massification des banques qui nous a conduit à être dans la situation de la crise de 2008, qui a failli effectivement être une crise systémique et qui a nécessité une intervention importante des États pour soutenir le système. Mais on voit que cette pensée de la concentration, que ce soit dans le domaine industriel, dans le domaine commercial, mais dans l'organisation de nos administrations aussi, est aujourd'hui une pensée qu'il est difficile de remettre encore en cause. Or, on s'aperçoit en matière d'éducation que ce ne sont pas nécessairement les plus petits établissements qui sont les moins performants. Je donne l'exemple de celui sur lequel aujourd'hui nous sommes, puisque c'est le collège de Monceau-chez-Séton, qui, depuis une quinzaine d'années, fait partie des meilleurs collèges de la Nièvre. Et qui était le meilleur cette année encore, je crois, madame l'inspectrice d'académie. Alors, ça s'explique pour plusieurs raisons. Bien évidemment, il y a un faisceau d'éléments. C'est des chefs d'établissement qui savent porter une équipe qui est éducative et même au-delà, qui est impliquée, mais aussi l'arrivée un projet d'établissement qui effectivement s'appuie sur les ressources du territoire, c'est-à-dire qu'il considère qu'il y a des ressources, qu'il y a de la culture aussi sur ce territoire-là, et qui ne regarde pas nécessairement ailleurs. Et puis l'arrivée de migrants, c'est-à-dire de gens d'Europe du Nord qui viennent avec un capital social et culturel supérieur et pour lesquels naturellement poursuivent des études, ça va de soi. Donc il y a un enjeu, je disais, dans l'organisation, dans la pensée, un enjeu culturel majeur qui est un enjeu aussi de lutte contre la domination sociale, je le redis. Alors, l'enjeu aussi sur nos territoires, c'est de valoriser les territoires ruraux qui sont et travailler à l'estime des territoires. On a trop, depuis la dernière guerre, trop dévalorisé, c'est-à-dire réussir sa vie après les années 40, après la guerre, c'était partir à la ville, c'était monter sur Paris, comme on disait, en tout cas sur cette région-là. Ce qui restait est un peu comme on appelle, des gens qui le faisaient par assignation à résidence, entre guillemets, c'est-à-dire... Et là aussi, les choses ont un peu changé. On sait que la vie peut être plus agréable et mieux réussie ici qu'ailleurs, compte tenu des problématiques, notamment économiques, de ces dernières décennies. Mais important, là aussi, de montrer que sur ces territoires-là, il y a des réponses aux enjeux de société auxquels on est confronté, les aspects environnementaux, de biodiversité. C'est ici qu'on dépollue l'eau et l'air à travers la captation du carbone en particulier. Nous disposons également d'un patrimoine important, d'un patrimoine aussi simplement immobilier en capacité d'accueillir les évolutions de la population. Il y a, dans les 30 prochaines années, 10 millions de Français nouveaux qui vont être accueillis sur nos territoires, en particulier par tout simplement la naissance et le solde pause naturelle positif. Qu'est-ce que l'on fait? On concentre encore avec les surcoûts que ça génère en termes d'équipement, d'infrastructures, de services nécessaires effectivement pour répondre notamment aux difficultés liées à cette concentration. Est-ce qu'on essaie de mieux répartir? Est-ce qu'on ne s'est jamais posé la question jusqu'à maintenant pourquoi l'Allemagne était compétitive en se disant peut-être que la bonne répartition de la population en Allemagne est peut-être un facteur justement de meilleure utilisation des équipements et donc de meilleure gestion des finances publiques. Voilà c'est le sens de cette démarche sur les nouvelles ruralités. Je vous dis ça parce que c'est à ce titre-là que le Premier ministre
m'a demandé de participer à ce groupe de travail composé de 3 représentants de chacune des principales associations de collectivités de base, c'est-à-dire l'Association des maires de France, l'Association des maires ruraux de France et l'Association des petites villes de France, et puis le collègue député Daniela Baronne et moi-même. Et puis, en proposant d'être là, ça leur permettait d'avoir aussi un sénateur qu'ils avaient des difficultés à recruter parce que le président du Sénat ne souhaitait pas du tout s'associer à cette démarche. Et puis une sensibilité politique qui n'y figurait pas non plus. Et donc, comme je crée une association il y a maintenant 3 ans qui s'appelle les Nouvelles Ruralités, et qui est une association transpartisane, j'ai accepté cette proposition. C'est une association aussi qui est composée de représentants des milieux socio-économiques, des milieux associatifs dans le domaine social en particulier, et de chercheurs et d'universitaires qui nous apportent leur concours. Et là, c'est là qu'on s'aperçoit que le travail a été fait sur le plan de la recherche à l'université. Il y a des gens qui questionnent justement la manière, et Laurent fait partie de cela. Ces nouvelles ruralités, on a essayé de les développer un peu plus à l'occasion de dernières élections présidentielles avec un certain nombre d'autres organisations qui travaillent sur les territoires, là aussi élus, mais également sous-professionnels, etc. On appelait ça les voix de la ruralité. Au moment des élections, ça allait de soi. L'année dernière, au mois de juin, nous avons lancé un grand événement qui s'appelait Ruralisons, avec là aussi encore un dispositif élargi de partenaires. Après avoir métropolisé les politiques publiques et la pensée, on s'est dit qu'il était temps de ruraliser à la fois ces politiques publiques et cette pensée. Et nous avons là aussi présenté un certain nombre de perspectives. Comme il s'agit d'un travail, une démarche de long terme, de changer les esprits, sachant que nous n'avons pas non plus la vérité révélée, et que nous avons aussi à échanger sur la manière dont on construit le nouveau récit des territoires ruraux dans la France globale de demain, c'est-à-dire en résonance avec les aspects urbains. Nous avons décidé de créer le premier Parlement rural français, dont la première session se tiendra à Manicourt les 15 et 16 octobre prochains. Tout ça pour vous dire que nous sommes arrivés effectivement dans le cadre de cette mission Agenda Rural proposée par le président avec un cadre qui était clair, c'est-à-dire ne traitons pas des institutions, ça sera traité par ailleurs. Nous ne souhaitons pas que vous traitiez non plus des questions des finances, c'est quand même un vrai sujet, et notamment de péréquation des moyens. Aujourd'hui, si on force un peu le trait, un urbain en termes de finances publiques vaut 2 ruraux, ce qui n'est pas tout à fait équitable. Et donc, nous avons accepté ça, et l'idée était quelles sont les dispositions, les mesures qui permettraient d'améliorer la vie sur les territoires ruraux et de favoriser leur développement. Nous sommes pliés à ce cadre de travail. Et donc, nous avons formulé 200 propositions, parmi lesquelles, bien évidemment, un certain nombre qui concernaient l'éducation, et nous sommes inspirés effectivement des auditions que nous avons pu faire, et notamment du travail fait par Madame Azéma dans le cadre de sa mission sur l'éducation et la ruralité. Avec des choses que vous connaissez aussi et dont certaines ont été reprises, au moins annoncées par le Premier ministre. Maintenant, il faudra voir selon quelle modalité l'administration et le gouvernement, comment il donnera les moyens pour pouvoir les mettre en œuvre. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, parce que sur les questions de ruralité, vous interviendrez. Et puis le temps passe peut-être, alors excusez-moi, je suis bavard. En tout cas, à votre disposition, merci de m'avoir invité et tout à fait prêt à continuer à vous accompagner. Au cours de cette journée, vous m'avez donné une mission très compliquée à la fin, de faire une synthèse des perspectives. Voilà, merci en tout cas.